Comme l'a fait Lapin à tort, qui demande: Monsieur Asselineau, vous parlez souvent des États-Unis et de la Russie, mais que pensez-vous de la politique de la Chine dans le monde tel qu'il est? Alors, la politique de la Chine, ça, c'est encore autre chose. J'en parle effectivement, vous avez raison, j'en parle peu pour une raison, c'est qu'il y a un peu une espèce de répartition des rôles au niveau planétaire, où on est habitué, en tout cas en Europe occidentale, à ce que le monde soit dirigé par, lâchons le mot, par un monde blanc, avec deux frères ennemis qui ont hanté tout le XXe siècle, et même un peu avant d'ailleurs, c'est les États-Unis d'Amérique contre la Russie, qu'elle s'appelle Russie ou qu'elle s'appelle URSS. Donc on est un peu resté dans ce schéma mental et les grands médias en Occident continuent à actuellement montrent Vladimir Poutine comme étant le principal opposant aux États-Unis d'Amérique, etc., etc. Bien. Mais vous avez mille fois raison, c'est une bonne question. La Chine, c'est quand même 22% de la population planétaire. C'est un pays considérable à la fois en superficie et en nombre d'habitants. C'est le pays le plus peuplé du monde. 1,4 milliard, 1,450 milliard d'habitants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Chine pose un problème spécifique aux États-Unis. D'abord, justement, avec cette masse humaine qui est considérable. C'est le seul pays avec l'Inde qui a plus d'1 milliard d'habitants. Ce sont les deux pays face auxquels les États-Unis sont un peu démunis, et en particulier face à la Chine. Alors, les États-Unis ont pris des manœuvres d'encerclement de la Chine qui sont tout à fait considérables. C'est d'ailleurs quelque chose souvent que quand on vit en France, qu'on n'est pas sorti de France ou qu'on a fait des voyages en Europe ou aux États-Unis, que l'on mesure souvent assez mal, c'est que les États-Unis d'Amérique, c'est pas seulement une puissance atlantique, c'est une grande puissance du Pacifique. Moi, j'ai vécu au Japon pendant 1 an et demi. Je suis une fois retourné en France par les îles Hawaï, par l'île d'Oahu, là où il y a le port de Pearl Harbor. En fait, quand j'ai vécu au Japon, j'ai évidemment lu beaucoup d'ouvrages, notamment sur l'histoire contemporaine du Japon au XXe siècle. J'ai découvert ce que j'avais très sous-estimé, que l'effort de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale américain, ça a d'abord été la guerre du Pacifique. On peut dire d'une certaine façon, je caricature, mais que la guerre en Europe, la Seconde Guerre mondiale, ça a d'abord été l'Angleterre et la Russie. Alors les Américains sont arrivés, mais sont arrivés en juin 1944. Alors que l'effort de guerre des Américains, ça a d'abord été la guerre du Pacifique. Et quand vous parcourez le Pacifique Sud, il y a des quantités de lieux où vous apprenez qu'il y a eu, les Américains sont passés par ici, sont passés par là, que ce soit aux Philippines, que ce soit aux îles Salomon avec Guadalcanal, que ce soit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, que ce soit au Japon, bien entendu, avec Hiroshima et Nagasaki. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les Américains conservent sur l'Asie et l'Extrême-Orient et toute cette zone pacifique un œil très très vigilant. Ils considèrent un peu le Japon un peu comme un vassal, comme ils considèrent l'Europe occidentale. Ils ont des bases militaires à Okinawa, ils ont plus d'une trentaine de facilités militaires, et ils ont fait tout un réseau d'encerclement militaires de la Chine qui est très très impressionnant. De telle sorte que la Chine a découvert avec effroi qu'il y avait quand même des menaces, y compris nucléaires, qui étaient tout autour d'elle. Alors, vous l'avez peut-être suivi parce que la Chine essaie de se défaire de ce carcan. Elle a essayé de prendre des pieds sur les îles Spratly et Paracels, qui sont dans la mer de Chine du Sud, un petit peu, enfin c'est au large du Vietnam, mais c'est disons entre le Vietnam et les Philippines. Les populations des pays d'Asie du Sud-Est ne voient pas d'un bon œil la Chine parce qu'ils craignent, c'est 1,4 milliard de Chinois, ils craignent quand même la puissance économique, militaire et numérique de la Chine. Donc les Vietnamiens, les Philippins et les peuples d'Asie du Sud-Est ne voient pas d'un bon œil la montée en puissance de la Chine. Et les États-Unis jouent sur ce sentiment pour essayer de prendre pied, de s'opposer à la mainmise de la Chine sur les îles Spratly et Paracels, qui ont un enjeu militaire extrêmement précis. Alors voilà, vous avez raison, il faut s'intéresser beaucoup à la Chine. Moi, je connais assez bien le monde chinois. Je sais que les Chinois n'ont pas spontanément tendance à se mettre sur le devant de la scène. Ils ont pour eux un sentiment de légitime fierté, puisque c'est la seule civilisation au monde qui soit à peu près sans interruption depuis l'époque des pharaons.
Voilà, dans tous les autres pays du monde, il y a eu des ruptures civilisationnelles. En Égypte, par exemple, l'Égypte actuellement n'a plus rien à voir avec l'Égypte des pharaons. Le Japon, ça remonte à peu près le début de l'histoire du Japon, quand on remonte à peu près à l'ère chrétienne, alors que les premières dynasties chinoises remontent presque à l'époque des pyramides d'Égypte. Donc c'est une immense civilisation qui bénéficie de ce que certains appellent parfois un firewall culturel, c'est-à-dire un peu comme il y a, vous savez, un système de protection informatique. Bon, la simple écriture chinoise, la difficulté de lire et d'écrire le chinois, en soi, c'est quelque chose qui les protège de l'extérieur. La vision de la Chine est une vision assez auto-centrée. Hein. En chinois, Chine, ça se dit Chongguo. Guo, c'est le pays. Chong, c'est le pays du milieu. C'est ce qu'on a traduit par le pays au centre du monde. Donc les Chinois ont un peu le sentiment d'être voilà, au centre du monde. Ça n'a pas été historiquement... Alors je sais qu'il y a des érudits qui se disputent sur le sujet, mais historiquement, la Chine n'a pas été une puissance coloniale. C'est une puissance qui a débordé sur ses marges, qui a agrégé le Tibet, le Xinjiang, etc. au cours des siècles. Mais lorsque Cheng He, par exemple, est un grand navigateur chinois au XIVe siècle, lorsqu'il fait un peu ce que fait Christophe Colomb, sauf que lui, il va aller jusque du côté du sultanat d'Oman et de la péninsule arabique, eh bien, il revient en Chine, il dit ce qu'il a fait, et puis voilà, ça s'arrête là. Donc il n'y a pas cette volonté qu'ont manifesté les Occidentaux, qui, à partir du moment où ils faisaient des grandes découvertes, de mettre la main là-dessus. Voilà. La grandeur de la Chine est de retour. Vous savez qu'en parité de pouvoir d'achat, la Chine est d'ores et déjà devenue le pays le plus puissant du monde en matière économique. En plus de ça, les PIB, ça ne veut pas dire grand-chose. La Chine, elle produit, elle est devenue l'usine du monde, le laboratoire du monde. Chaque année, il y a les tranches d'âge se chiffrent en millions de personnes, et il y a chaque année des millions et des millions de nouveaux ingénieurs, de comptables, etc., qui sortent des universités chinoises. Donc la Chine est une puissance qui, comme l'avait dit d'ailleurs Charles de Gaulle, l'avait pronostiqué dans les années 60. Il avait dit dès les années 60, alors que la Chine était très pauvre, c'était sous Mao, il avait dit il n'est pas exclu qu'au siècle prochain, la Chine redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire la première puissance de l'univers. Et d'ailleurs, c'est vrai, puisque selon les démographes, il paraît que la Chine, enfin, elle n'existait pas en tant que telle, mais disons l'ensemble géographique chinois, comptait à peu près 200 millions d'habitants, comptait à peu près 50 millions d'habitants à l'époque du Christ, en l'an 0, alors que la population terrestre, la population de l'humanité était de 200 millions. C'est-à-dire que, semble-t-il, au début de l'Empire romain, ou à l'âge du Christ, eh bien, les Chinois représentaient déjà 22 à 25% de la population planétaire. C'est parce que les Chinois, le gouvernement chinois, a ce sentiment de la pérennité, de la longueur multiséculaire de la Chine, que les Chinois, et puis c'est un peuple qui est extrêmement fin, qui agit avec beaucoup de stratagèmes, de proverbes, etc. Les Chinois, en général, font des choses toujours réfléchies. C'est un peu comme avance lentement. Ça n'a pas du tout le même type de diplomatie que celle, par exemple, de la Russie, a fortiori celle des Américains.